Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de suivre ce nouveau débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Au lendemain de la mise en place du gouvernement Matata 2, nous allons faire un état des lieux général d'un secteur comme les télécommunications, où on est la République démocratique du Congo, dont son accès à la téléphonie, à la télévision, à la poste, comment se porte donc ce secteur. On évoque la question avec un homme qui est dans le secteur, dans les télécoms depuis plus de 35 ans, Gilbert Nkouli, très connu dans ce domaine. Il a été directeur général adjoint de Vodacom Congo. Il en a également été directeur général intérimaire avant de prendre la tête de la fondation du même nom. Il avait également été aux stations terriennes de Lubumbashi, de Kisangani, de Sélé. Actuellement, il est directeur général du Rural Network, c'est dans la téléphonie rurale. Gilbert Nkouli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va survoler les télécommunications sur le cinquantenaire, d'où on vient, où en est-on et où est-ce qu'on va. On va tout de suite commencer par les chiffres, Gilbert Nkouli. Un peu plus de 20 millions de Congolais ont accès au téléphone, principalement le téléphone portable. Un peu moins d'1 million de personnes ont la télévision. Où se situe notre pays par rapport à la moyenne, d'abord africaine? Merci madame pour la parole. Il y a une chose qu'il faut absolument reconnaître, c'est qu'un grand effort a été fait dans le domaine des télécommunications dans notre pays. Je pense que pour bien cerner la question, il faut fixer des repères. Et dans le domaine des télécommunications, le repère le plus important, c'est le début du millénaire. L'Union internationale des télécommunications avait recommandé à tous les pays du monde d'atteindre la télédensité, donc la pénétration du téléphone, la télédensité de 1%, donc au moins un téléphone pour 100 habitants, au 1er janvier de l'an 2000. Et au 1er janvier de l'an 2000, notre pays avait un taux de pénétration de 0,7%, soit un téléphone pour environ 150 habitants. Donc on était très en deçà de ce qui avait été recommandé. Et le gouvernement a pris une bonne décision en libéralisant le secteur des télécommunications et donc avec l'apport des opérateurs privés en une décennie. Donc en 2013, nous avons actuellement environ 20 millions d'abonnés au téléphone. Donc on est passé du taux de pénétration de 0,7% à environ 25% du taux de pénétration, ce qui est quand même un effort immense qu'il faut pouvoir prendre en compte. Mais cela ne suffit pas, parce que quand vous comparez à la moyenne africaine, nous sommes très en deçà. Pour vous donner une idée, le Nigeria actuellement se situe autour de 95% de taux de pénétration. L'Afrique du Sud est à 101% de taux de pénétration. Le Maroc est à 137% de taux de pénétration. Donc nous, avec nos 25%, vous voyez que nous sommes très en deçà. Vous prenez le pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils sont autour de 75-80% de taux de pénétration. Donc nous avons un grand effort à faire. Si vous considérez notre pays, nous sommes aujourd'hui environ 75 millions de Congolais. Et s'il y a 20 millions de Congolais qui ont les téléphones à la date d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a environ 55 millions de Congolais qui n'ont pas accès au téléphone, qui n'ont pas de téléphone. Et donc ça, c'est le vrai challenge. Et voilà pourquoi nous pensons que l'effort doit être maintenu pour augmenter la pénétration. Actuellement, nous sommes un peu en train de flotter parce que les opérateurs ne font plus un effort pour augmenter la pénétration, mais font un effort pour maintenir leur part de marché. Donc il faut qu'il y ait un appui du côté du gouvernement, un encadrement pour que les opérateurs reprennent l'effort de pénétration. Et aussi, il faut que le gouvernement diversifie aussi, je dirais, les approches, ne pas seulement se contenter des opérateurs existants, mais aussi regarder vers de nouveaux secteurs comme ce que nous sommes en train d'envisager, la téléphonie rurale, dont l'objectif est de pouvoir porter le téléphone dans le monde rural qui est supposé ne pas être
un monde où il y a beaucoup d'argent, donc il y a un grand revenu, un monde d'accès parfois difficile. Donc il faut une approche, il faut une méthodologie spécifique pour arriver à adresser ce marché de la téléphonie rurale où se trouvent, je dirais, les 50 millions de Congolais qui manquent de téléphones. Ils sont essentiellement dans le monde rural. Les 21 700 000 personnes qui ont le téléphone principalement un portable. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont un téléphone fixe? C'est vrai que les opérateurs n'offrent pas de téléphone fixe dans leur grande majorité. Oui, il faut dire que le téléphone fixe est quasiment mort dans notre pays, mais il faut le ressusciter avec les moyens modernes. Il faut reconnaître qu'avant l'indépendance, notre pays avait un réseau téléphonique assez performant. On pouvait appeler de tous les coins du pays, de l'intérieur du pays vers la capitale. Vous pouvez utiliser le téléphone fixe et appeler. Quand nous étions petits, nous voyions des fils téléphoniques partout à travers nos villes. Vous vous rappelez, avant l'indépendance, quand on parlait de Kananga, on disait Lulabour Malandi Wanshinga. Quand j'ai posé la question, on m'a dit que ça voulait dire Lulabour, la ville où convergent tous les fils téléphoniques. Quand quelqu'un se perdait en brousse, on lui disait, écoutez, suivez les fils téléphoniques, vous allez arriver à Lulabour. Ça veut dire que le fil téléphonique existait partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé après l'indépendance pour que ce fil qui existait, au lieu que ces réseaux puissent grandir, ce réseau a dépéri au point que maintenant, on ne voit même plus de poteaux de fils téléphoniques à travers nos villes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'indépendance jusqu'en 68 quand on a créé l'OCPT et comment est-ce que l'OCPT a fonctionné pour qu'on se retrouve dans la situation où nous sommes aujourd'hui, où le réseau n'existe pratiquement plus. Donc l'entreprise, l'OCPT, qui était une entreprise prospère, mais je crois que c'est l'implication de la politique dans la gestion de l'OCPT qui a fait que cette compagnie qui était prospère avant l'indépendance et même après l'indépendance a dépéri complètement. Pour vous donner un exemple, entre 68, date de la création de l'OCPT, et 2008, quand l'OCPT a fêté ses 40 ans, en 40 ans de vie, l'entreprise a totalisé environ 80 PDG, soit une moyenne de 1 PDG tous les 6 mois. Comment voulez-vous faire tourner convenablement une entreprise avec une telle instabilité? C'est difficile. Donc la conséquence, c'est que l'entreprise a dépéri, et avec l'entreprise, le téléphone aussi a dépéri dans notre pays. Pourquoi aujourd'hui l'opérateur public et donc l'ex-OCPT a du mal à renaître de ses cendres? C'est très simple. Il faut revoir les structures de l'OCPT pour l'adapter à ce qui se fait actuellement à travers le monde. Et C'est vrai que la technologie a beaucoup évolué. La technologie a beaucoup évolué. Il faut que l'OCPT se mette au pas. Il faut que l'OCPT se mette au pas et il faut donner à l'OCPT le moyen. L'OCPT n'est pas mort tout seul. L'OCPT a été, je dirais, presque étouffé par l'État pour des considérations peut-être d'autres politiques. Mais je pense que si l'État payer ses dettes vis-à-vis de l'OCPT, il y a moyen que l'OCPT se redresse et se remette au pas. Vous savez, la téléphonie mobile est une téléphonie d'appoint qui devait venir en appoint par rapport au réseau fixe. Dans tous les pays du monde, vous verrez que le réseau fixe existe, les gens téléphonent principalement en utilisant les téléphones fixes, mais c'est quand ils sont en déplacement ou en dehors des maisons qui recourent au téléphone mobile. Mais dans notre pays, le téléphone mobile est devenu le téléphone principal parce que le téléphone fixe a disparu. Mais c'est quoi les désavantages? Le grand désavantage, c'est qu'avec le téléphone fixe, on a une capacité illimitée. On n'est pas limité par le problème de fréquence. Alors qu'avec la téléphonie mobile, on a une bande de fréquence et donc on a un accès qui est limité. Il faut faire un usage avec parcimonie pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès au téléphone et qu'il y ait le moins de perturbations possibles. Mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, je crois que les gens ne sont pas totalement satisfaits de la qualité des communications parce qu'il y a beaucoup de congestion. Pourquoi est-ce qu'il y a des congestions? Parce que les fréquences sont limitées, parce qu'il faut pouvoir investir plus. On n'a pas suffisamment investi, on n'a pas encore assez investi. En 10 ans, tous nos opérateurs ensemble ont investi environ 3 milliards de dollars pour créer le réseau que nous avons. Mais dans la même période de temps, le Nigeria, les opérateurs ont investi environ 30 milliards de dollars pour créer le réseau téléphonique. Donc vous voyez, il y a un problème de financement qui est important. Il faut absolument que les opérateurs investissent.
Mais pour qu'ils puissent investir, il faut que les conditions soient favorables. C'est-à-dire les conditions favorables. Vous faites allusion à quoi? À l'heure actuelle, c'est pas attractif pour eux d'investir en République démocratique du Congo? Pas encore très attractif. Je pense qu'il faut pouvoir redéfinir un peu les règles du jeu entre les opérateurs pour que chaque opérateur se retrouve convenablement, fixer les règles du jeu et aussi mettre sur la table les impératifs, je dirais, économiques, politiques et sociaux de notre pays, que tous ces facteurs-là soient pris en compte pour que les conditions d'épanouissement soient les meilleures pour ceux qui mettent de l'argent dans les télécommunications de notre pays. La technologie avance, hein, on l'a dit, elle se développe à pas de géant. Est-ce que les sociétés congolaises suivent? Oui, les sociétés suivent parce que nous avions commencé à l'époque avec la téléphonie analogique. Vous vous rappelez, à l'époque, on avait Télécell qui a commencé en 1988 avec le premier réseau analogique. Et comme Cell est venu 5 ans après, j'étais moi-même directeur technique de Comcell. Il y a eu une grande évolution. Rappelez-vous, à l'époque où il y avait Télécell, pour faire un appel à l'étranger, ça revenait à $15 la minute. Et pour avoir des téléphones, à l'époque, les gros matos qui coûtaient $2500 et en plus de ça, pour avoir un numéro de téléphone, il fallait avoir 2 parrains. Donc vous voyez que nous avons fait un pas, on est parti du système de parrainage pour avoir un numéro de téléphone. Nous sommes passés par le coût de $15 la minute et puis le coût a commencé à baisser. Des 15, on est passé à $12 la minute pour faire un appel à l'étranger. Et puis il y a $5 la minute quand nous avons lancé le réseau Comcell. Et en 1898, nous avons obtenu la première licence GSM. Donc nous avons introduit le GSM, presque au même moment que pas mal de pays en Afrique. Et donc on a lancé le GSM, qui était la deuxième génération de la téléphonie cellulaire, donc la téléphonie numérique. Et actuellement, tous nos opérateurs sont en train de passer à la 3G, ce qui est vraiment à la mode. Et les opérateurs commencent déjà à penser à pouvoir passer à la 4G. Donc je dirais que sur le plan technologique, nous ne sommes pas en retard. Toutes les techniques, toutes les technologies modernes de télécommunications sont implémentées dans notre pays et les opérateurs suivent donc le pas. Mais là où il y a un problème, c'est la capacité de nos réseaux. Il faut investir plus pour avoir plus d'abonnés et arriver à maintenir une qualité qui soit acceptable. Et donc de ce côté-là, il y a un effort à faire. Comment faire pour motiver les opérateurs à investir plus, à avoir des réseaux performants, des réseaux étendus? C'est ça le challenge. Oui. La réponse? Comment les motiver? Vous avez posé la question vous-même. Il faut revoir les règles du jeu. Je vais vous donner un exemple. Ce qui se passe actuellement, c'est quoi? Vous avez des grands opérateurs qui sont arrivés, qui ont investi et qui ont des réseaux qui s'étendent sur l'ensemble du pays. Et parallèlement à eux, vous avez d'autres qui arrivent, qui déploient uniquement dans une ou deux villes et qui essayent de doper le prix pour attirer les clients des autres réseaux. Et les autres, ne voulant pas perdre leur clientèle, essayent de jouer aussi sur le prix. Finalement, tout le monde essaie de casser le prix. En cassant le prix, on fausse les règles du jeu. Ce qu'on appelle le dumping. Voilà. On fausse les règles du jeu et le perdant dans ce système, dans cette guerre entre opérateurs, le perdant c'est l'opérateur qui n'a plus la qualité qu'il faut. Vous savez que dans les réseaux téléphoniques, vous avez des décideurs politiques qui passent sur ce réseau, vous avez des ménagères, vous avez des écoliers, des élèves qui utilisent le même réseau, les mêmes fréquences. Et donc, si on ne fixe pas clairement les règles du jeu, la qualité se dégrade pour tout le monde. Et c'est tout le monde qui est perdant, principalement ceux qui ont le plus besoin de téléphone pour faire des affaires, pour faire l'économie du pays, ils sont les plus grands perdants. Donc nous sommes obligés de maintenir les règles du jeu pour faire en sorte que la qualité ne se dégrade pas trop. En clair, il faut donc ne pas permettre les promotions dont on fait la pub à longueur de journée sur le télé, c'est ça?
Il faut bien comprendre comment fonctionne il faut donc pas casser les prix. Il faut d'abord comprendre comment fonctionne la téléphonie cellulaire. La téléphonie cellulaire fonctionne un peu, je dirais, je prends l'exemple d'un hôpital. Quand vous allez dans une ville, qui a un village qui a 1000 habitants, et que vous voulez construire un hôpital dans ce village de 1000 habitants, vous n'allez pas construire un hôpital de 1000 lits. Vous allez construire un hôpital peut-être de 10 ou de 100 lits, en tenant compte du fait que tout le monde ne tombe pas malade à la fois, en tenant compte du fait que les mêmes lits peuvent être réutilisés par d'autres personnes qui vont tomber malades dans le village. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'il faut pouvoir considérer. En téléphonie cellulaire, s'il faut revenir d'abord à la téléphonie par câble, chaque abonné a un fil téléphonique qui aboutit chez lui à la maison. Donc, qu'il appelle ou qu'il n'appelle pas, le fil téléphonique est disponible pour lui. Mais dans le système cellulaire, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas autant de fréquences qu'il y a d'abonnés. Il y a beaucoup plus d'abonnés que de fréquences. Donc, on joue sur le fait que les abonnés n'appellent pas tous au même moment, que chaque abonné essaie de limiter son temps d'appel pour utiliser un grand nombre d'abonnés avec un nombre limité de canaux ou de fréquences. Mais si vous commencez à doper de façon incontrôlée les prix, qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui occupent les fréquences, quand un abonné a un appel, il reste le plus longtemps possible avec sa communication parce que ça coûte moins cher. Mais pendant qu'il occupe la fréquence, cette fréquence-là n'est plus disponible pour les autres abonnés. Donc, on ne peut plus jouer sur le fait que les gens utilisent la fréquence en partage de temps parce que les gens restent longtemps sur les fréquences, ils mobilisent les fréquences et en ce moment-là, ils créent des congestions. Donc, en faisant beaucoup de promotions... Voilà pourquoi les communications sont extrécables. Voilà pourquoi. Donc, maintenant, on a faussé les règles du jeu parce qu'on ne respecte plus les principes de la téléphonie cellulaire. Ce qui se passe dans notre pays, nous sommes carrément en train de quitter la logique cellulaire pour créer autre chose auquel il faudra trouver un autre nom parce que la téléphonie ne doit pas marcher comme ça. Si on veut commencer à faire des promotions, la conséquence de ça, c'est qu'il faut augmenter la capacité de réseau. Or, à l'heure actuelle, aucun de nos opérateurs n'a le moyen suffisant pour pouvoir augmenter la capacité de son réseau et répondre comme il faut aux promotions qui sont en train d'organiser. Ça veut dire que quelque part, il faudra que l'État s'impose pour dire, écoutez, arrêtez ces promotions si vous n'avez pas les moyens de suivre les implications techniques de vos promotions. Les gens ont besoin d'avoir d'abord une bonne qualité et ensuite les promotions, on peut imaginer faire la promotion la nuit, ça ne gêne personne, mais pendant la journée, quand les gens ont besoin de communications propres, il faut arrêter, il faut à un moment donné se dire, c'est vrai qu'on veut avoir des communications moins chères, mais est-ce que vos réseaux sont à même de supporter le trafic que vous générez avec ces promotions? Qui fait le gendarme? C'est la RPTC, n'est-ce pas? L'autorité de régulation. C'est la RPTC qui doit faire le gendarme. Est-ce qu'il le fait? Je ne saurais pas répondre clairement. Ou vous n'avez pas envie de répondre? Je crois que la RPTC n'a pas les moyens techniques suffisants pour pouvoir faire le gendarme comme il se doit. Quand la RPTC avait été créée, à l'époque, il y avait suffisamment de moyens qui auraient permis à la RPTC de s'équiper, mais après ce qu'on payait à l'époque, on appelait la taxe sur les appels entrants, qui était d'abord destinée à la RPTC pour pouvoir s'occuper. Cette taxe a été après récupérée et répartie en plusieurs morceaux, ce qui fait que la RPTC n'a plus le moyen suffisant pour pouvoir faire le gendarme, rendre le service qu'on attend de lui. Il faut lui redonner les biceps pour qu'il puisse faire convenablement le travail. Okay. Il arrive très souvent qu'on perde une communication en cours ou qu'on n'arrive pas à envoyer des textos, Internet soit complètement naze. Est-ce que c'est pareil pour la téléphonie fixe? Non, quand vous entendez parler, c'est non. Non. La téléphonie fixe, comme j'ai dit, chaque abonné a sa paire de fils téléphoniques. Donc il vaut mieux que le gouvernement investisse dans le téléphone fixe. Je pense qu'il faut remettre progressivement la téléphonie fixe parallèlement avec la téléphonie mobile. Si les deux sont ensemble, combinés, je pense qu'on va arriver à de meilleurs résultats. Il y a des solutions qui permettent de relancer progressivement la téléphonie fixe. Nous sommes en train de travailler sur un projet comme ça, je vous en parlerai
le moment venu, mais il y a des moyens modernes, des moyens techniques qui permettent de remettre en scène la téléphonie fixe à moindre coût et au grand avantage de la population. Ça va venir bientôt, peut-être dans une année tout au plus. On va évoquer la fibre optique. Oui. Pendant très longtemps, on a été submergé par des spots publicitaires, par des déclarations très politiques sur l'avènement de la fibre optique. Mais sur les terrains, dans les faits, quasiment rien n'a changé. Qu'est-ce qui se passe? La fibre optique, on ne peut plus s'en passer. Nous avons besoin de déployer la fibre optique. Mais comme il est dit, la fibre optique, c'est des highways, donc ce sont des autoroutes de l'information. Ce sont des autoroutes, mais quand vous ouvrez des autoroutes, il faut aussi ouvrir des routes qui amènent le trafic vers l'autoroute. Et il faut aussi créer le trafic pour pouvoir rentabiliser l'autoroute. Oui, ce qu'on appelle le ring métropolitain. Il a déjà été construit à Kinshasa. Il y a maintenant trois opérations qui sont en train de se faire parallèlement en ce qui concerne la fibre optique à Kinshasa. Les opérateurs, il y a 4 opérateurs qui se sont... Une question toute simple, toute bête. La fibre optique est effective à Kinshasa, oui ou non? La fibre optique est effective à Kinshasa. La fibre optique relie Kinshasa jusqu'au point d'atterrage qui est situé à Mwanda. Mais la question qu'il faut pouvoir se poser, c'est le taux de disponibilité de la fibre optique. Il ne suffit pas de poser la fibre optique et c'est fini. La fibre optique vous permet d'avoir une grande capacité. Mais la fibre optique a aussi, je dirais, quelques faiblesses qu'il faut pouvoir intégrer. Je vais vous donner l'exemple du Ghana. Aujourd'hui, environ 4000 km de fibre optique. Le rapport que j'ai lu concernant la fibre optique au Ghana, en 3 ans, les opérateurs ghanéens ont dépensé 21 millions de dollars pour l'entretien de la fibre optique, soit une moyenne de 7 millions de dollars par an pour réparer la fibre optique. Parce que la fibre optique, quand vous la mettez en place, la fibre optique en elle-même ne pose pas de problème. Bon, il paraît que la fibre optique, c'est du haut débit, du très haut débit. Oui, oui. Vous l'avez ou pas? La fibre optique, par moment. Quand la fibre est opérationnelle, on peut accéder à ça. Mais il faut avouer, il faut reconnaître que la fibre qui a été déployée connaît quelques problèmes. Donc il faut accentuer la maintenance et il faut faire en sorte que la fibre soit vraiment disponible. J'avais dit qu'il y avait 3 opérations qui avaient cours en ce moment qui concernent la fibre optique. Il y a le ring métropolitain que les opérateurs sont en train de construire dans la ville de Kinshasa. Les 4 opérateurs qui construisent cette sorte d'autoroute qui va conduire à la fibre optique. Qui va permettre à leur trafic de pouvoir bien écouler dans la ville de Kinshasa. Là, c'est une phase. Deuxièmement, il y a la fibre qui doit aller de Kinshasa jusqu'à Mwanda, qui avait été inaugurée. Et cette fibre-là connaît quelques problèmes de maintenance. Il y a des temps de coupure qui sont dus au fait que la fibre est souvent cassée. Vous savez que la fibre, c'est un fil de verre. Quand vous cassez, après, il faut pouvoir ressouder ça. Et ça demande, il faut d'abord détecter l'endroit où la fibre s'est cassée, remettre en place, et ensuite, le trafic peut commencer à continuer à passer. Il y a le 3e projet qui, à mon avis, est le projet le plus intéressant, c'est la fibre optique déployée par la SNEL. Parce que cette fibre optique, la SNEL est en train de la déployer sur la ligne à haute tension qui va de Inga jusqu'à Kolwezi. Et donc, la fibre va aller de Inga jusqu'à Kasumbalesa, au-dessus de la ligne à haute tension, et cette fibre-là, c'est la fibre la mieux protégée. Donc, quand elle va entrer en service, le taux de disponibilité sera très élevé parce que... Celle-là n'est pas souterraine. Non, elle est réelle. Alors quand vous parlez de ça, ça pose aussi le problème, je dirais, d'intégration horizontale de nos projets. C'est-à-dire que pendant que la SNEL a posé la fibre optique sur la ligne à haute tension, l'OCPT ou le gouvernement est en train de poser la fibre souterraine sur la même trajectoire, une fibre souterraine. Donc, est-ce que nous avons assez de capacités? Déjà, la fibre optique posée par la SNEL
couvre les besoins de la RDC pour les 200 prochaines années. Alors maintenant, on ajoute encore une autre fibre souterraine qui va bientôt se terminer aussi. Donc on a une surcapacité mais pour très peu d'utilisation. Vous savez, la fibre optique, c'est un contenant. Et à côté du contenant, il faut avoir les contenus. Est-ce que nous créons suffisamment de contenus pour pouvoir équiper nos fibres, ou ne sommes-nous pas en train de construire des autoroutes pour faire passer des vélos? Donc il y a une question de proportions qu'il faut pouvoir prendre en compte, et il y a aussi les temps. Est-ce que c'est la meilleure chose à faire à un moment donné? Il y a ces appréciations qui sont très importantes pour être sûr qu'on n'investit pas dans un domaine où on mettra beaucoup d'années avant de pouvoir espérer récupérer. Donc c'est bien, mais est-ce que c'est le bon moment pour ça? Il faut se poser toutes ces questions. On comprend que vous avez relevé beaucoup de comme dans l'avènement de la fibre optique en République démocratique du Congo. Il y a un grand travail à faire. Du coup, cette question, selon vous, qu'est-ce que le nouveau ministre des Pêtes antiques, Thomas Louaka, qui est également vice-premier ministre, devait faire dans le cadre de la fibre optique et de tout le reste que son précédent, Kingi Mulumba, ne faisait pas? Non, je pense qu'il faut reconnaître ici que le ministre Kingi Mulumba a beaucoup fait dans les domaines des télécommunications. En tout cas, il a replacé notre pays au diapason de l'humanité dans ce domaine. La RDC est maintenant une voix. Avant, on était devenu totalement en faune. Maintenant, la RDC est une voix écoutée sur le plan de télécommunications. Mais il y a un travail qu'il faut pouvoir continuer. À mon avis, il faut continuer sur tous les aspects, continuer dans le déploiement des réseaux de télécommunications, continuer dans les déploiements de supports de transmission. Il faut pouvoir continuer le travail qui avait été commencé et travailler de façon, je dirais, beaucoup plus étroite, créer des liens plus étroits entre le gouvernement et les opérateurs privés qui ne sont pas des ennemis du gouvernement, mais qui sont en fait des partenaires du gouvernement. Vous êtes le DG de Rural Network. Où en êtes-vous dans le déploiement de la téléphonie dans les milieux ruraux? Et ça veut dire quoi, la téléphonie rurale? Tout à l'heure, en commençant, nous avons dit que sur les 75 millions d'habitants de notre pays, il y a à peu près 20 millions de personnes qui ont des téléphones. Donc, il y a à peu près 55 millions de Congolais qui n'ont pas encore accès au téléphone. Et ces Congolais, vous allez vous rendre compte que se trouvent éparpillés dans le monde rural. Et ces gens-là habitent des régions d'accès difficile, où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de route, où la rentabilité n'est pas acquise. Mais l'obligation de service universel donne injonction à tous les gouvernements du monde de pouvoir fournir les services de télécommunication à tous citoyens de la planète où qu'ils se trouvent. Ça veut dire que notre gouvernement a l'obligation de fournir les services de télécommunication à tous les Congolais qui habitent l'arrière-pays. Les 50 millions manquants se trouvent à l'arrière-pays. Et donc, il faut le moyen approprié pour pouvoir aller vers ces gens-là. Donc, la téléphonie rurale, justement, aide à pouvoir identifier les moyens et mettre en place les moyens qui nous permettent d'aller vers les villages, vers les cités éparpillées à l'intérieur du pays. Vous avez commencé par le London, c'est ça? Nous avons quelques sites pilotes qui sont en train de tourner pour le moment, juste pour montrer que c'est un concept qui est réalisable. Il faut donc le moyen, il faut pouvoir investir, il faut que le gouvernement nous donne le moyen, nous appuie, parce que les banques appuient des projets qui sont immédiatement rentables. Mais la téléphonie rurale, la rentabilité, c'est au bout d'un certain temps. Mais sur le plan politique et sur le plan économique et social, la téléphonie rurale est absolument indispensable pour permettre à nos frères de l'arrière-pays d'avoir accès au téléphone, d'avoir accès à l'Internet, d'avoir accès au SMS, d'avoir accès On termine cette émission sans évoquer cette épineuse question de l'identification des abonnés qui est une épine dans le pied du gouvernement. Oui. Les SIM, les cartes SIM, on continue à les acheter au coin de la rue comme du pain, comme des arachides. C'est un problème qui se pose non pas seulement dans notre pays, mais dans tous les pays où la téléphonie mobile s'est développée en privilégiant
le prépaiement, parce que avec le système fixe où les abonnés, je dirais, ceux qui ont un abonnement avec les téléphones mobiles, on peut arriver à les identifier plus facilement. Mais ceux qui ont le prépaiement, la SIM ne coûte que 200 francs. Donc jeter une SIM et prendre une autre SIM, c'est vraiment la moindre des choses. Or, arriver à identifier, c'est un vrai problème. À mon avis, on devrait envisager d'autres façons de vendre des SIM que ce que nous sommes en train d'expérimenter. Comme sur d'autres cieux, aux États-Unis ou en Europe, on n'achète pas on ne devrait pas, comment. Voilà, on ne devrait pas vendre les SIM au coin des rues, mais dans des boutiques qui sont répertoriées, bien identifiées et pour lesquelles un travail est bien demandé, celui de pouvoir enregistrer les abonnés. Ça ce n'est pas impossible à faire. Je crois qu'avec un peu de bonne volonté, je dirais presque cette guerre entre les opérateurs était bien régulée, on pourrait aussi arriver à bien contrôler l'identification des abonnés. Merci beaucoup Gilbert Kouli d'être venu dans le débriefing. Vous êtes le directeur général de Rural Network. Vous avez été à Vodacom comme directeur général adjoint et comme DG intérimaire, président de la fondation du même nom. Vous venez de passer peut-être la moitié de votre vie dans les télécommunications. Voilà pourquoi c'était agréable de vous entendre parler de ces choses que vous connaissez si bien. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci beaucoup. Parfumerie Qdeta met en jeu une grande variété de parfums, type féminin ou masculin. Ces notes d'agrumes fraîches et de plantes aromatiques épouseront votre esprit. La parfumerie Qdeta met aussi en exclusivité les produits cosmétiques haut de gamme Clarins pour cerner la